les bitcoiners qui sont conscients de ces faits-là et qui ne veulent pas partager leurs avoirs bitcoin, ben, ils ne font pas affaire avec un nœud tiers, ils montent leur propre nœud. C'est super facile en passant. Là, vous installez Bitcoin Core sur un ordinateur, puis ça télécharge la blockchain, puis après ça, ben, vous branchez votre portefeuille dessus au lieu de le brancher sur, disons, le portefeuille de Trésor, exemple, ou si vous avez un logiciel sur votre téléphone, vous pouvez le brancher sur votre nœud à vous au lieu du nœud de la compagnie qui a fait le wallet. Puis ça vous assure une beaucoup plus grande anonymité de vos transactions. Donc, c'est la première utilité d'avoir un nœud Bitcoin à soi. Et la deuxième, c'est de protéger les règles. Je vais aller vite là-dessus, mais de 2015 à 2017, il y a eu une attaque sur Bitcoin de grosses compagnies Bitcoin qui voulaient que Bitcoin ait des plus gros blocs. Puis c'est littéralement les utilisateurs de nœuds qui ont dit non, puis qui ont fait que les blocs n'ont pas grossi. Parce que les mineurs voulaient grossir les blocs de la blockchain. Puis sous la menace des utilisateurs de nœuds de dire on va tout rejeter vos blocs, ben, les mineurs ont finalement accepté de ne pas augmenter les blocs. Il y a vraiment une guerre, puis pas une guerre, mais il y a vraiment un triangle, là, puis il y a des intérêts de chacun, puis tout le monde tire de son bord. Puis les mineurs en 2017 ont voulu, 2016-2017, ont voulu vraiment tirer de leur côté pour augmenter la taille des blocs, parce que ça aurait été encore plus rentable potentiellement de miner du Bitcoin. Ben, ceux qui possédaient des nœuds, de leur côté, ils ont tiré en disant si vous faites ça, nous, on va refuser vos blocs. Fait que sous la menace, les mineurs ont reculé. Fait que, donc, c'est les deux raisons principales pour rouler un nœud. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu plus en détail le fonctionnement de Bitcoin et de la blockchain en général, il y a une question qui doit venir naturellement, je pense, parmi beaucoup de gens, c'est d'accord, la blockchain c'est génial, mais Bitcoin en lui-même, à quoi il sert? C'est ça, ça sert vraiment simplement à transférer numériquement de la valeur sans passer par un intermédiaire, c'est ce qu'on parlait au début. L'exemple que je donne toujours pour ça, c'est si vous voulez, vous savez tous que toute votre valeur en monnaie d'État est numérique en ce moment. Votre banque n'a pas vos 100 000 euros en billets, c'est numérique. Mais vous ne pouvez pas aller à la banque puis transférer ces fonds-là de manière numérique sur une clé USB. Ça ne se fait pas. Si vous voulez le transférer à quelque part, il faut absolument le transférer vers une autre banque. Vous ne pouvez pas le transférer chez vous. Un Bitcoin, ça sert à transférer numériquement de la valeur et vous pouvez carrément l'avoir chez vous. C'est ça que ça permet de faire. Donc, on enlève l'intermédiaire et on est capable de garder soi-même numériquement la valeur. Je fais une petite aparté sur ce sujet parce que tu as parlé de la blockchain et son utilisation. C'est un peu là que moi, je prends ma source de mon intérêt principalement pour Bitcoin et non la blockchain et non les autres altcoins. C'est que la blockchain en tant que telle, ça sert à rien. C'est une base de données. C'est comme l'exemple que je pourrais te donner, c'est qu'une base de données là, avec 100 000 noms et adresses, ça sert à rien si tu n'en as pas une utilité. Mettons que tu as un pêcheur dans un bateau puis il pêche à la journée longue. Tu lui donnes une base de données avec 100 000 noms dedans. Et ça vaut rien pour lui, il n'y a pas d'utilité. Lui, c'est un pêcheur, là, il pêche. Il n'a pas besoin d'une base de données avec 100 000 noms. Mais là, tu lui dis, ouais, mais les 100 000 personnes qui y a dedans, ils adorent le poisson. Elle dit, ah, OK. Ah, là, il y a une utilité à base de données. Là, ça peut y servir. Fait que là, au lieu de passer par son distributeur, il pourrait prendre cette base de données-là puis vendre son poisson lui-même. Ça pourrait avoir une valeur ajoutée pour lui. Donc, il a donné une utilité aux données à la base de données. Fait que là, à ce moment-là, ça a été utile pour lui. C'est la même chose pour la blockchain dans ma tête. La blockchain en tant que telle, c'est une belle technologie, c'est super le fun à étudier, c'est une révolution, c'est une découverte, comment ça fonctionne la blockchain, de la manière que ça fonctionne dans Bitcoin. Mais en tant que telle, la seule utilité que j'ai trouvée, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, c'est remplacer les monnaies fiduciaires, remplacer la monnaie d'État. Parce que c'est une base de données qui est très inefficace, qui prend beaucoup d'énergie, qui est super lente. Puis c'est fait exprès. Hein. Après ça, quand on dit oui, mais il y a des altcoins qui sont plus rapides, c'est parce qu'il y a des trade-offs, c'est pas complètement décentralisé. L'idée dans Bitcoin, c'est pas que ça soit rapide. L'idée, c'est que ça soit sécuritaire et décentralisé complètement. Donc une fois qu'on a la blockchain, qui est cette espèce de technologie-là qui est un peu étrange, qui prend beaucoup d'énergie, puis qui est très lente, puis qui est très compliquée, on peut lui donner une valeur parce qu'on est capable de créer la rareté numérique absolue
Et ça en fait une bonne monnaie. Parce que pour qu'une monnaie soit une bonne monnaie, il faut tout simplement qu'elle soit rare. Il y a plein d'autres caractéristiques de la monnaie, mais la principale, c'est qu'il faut que ça soit rare ou limité. Et la blockchain a permis de créer la rareté numérique absolue. Donc, on est capable, c'est la seule chose en passant qui est absolument rare, limitée en fait, pardon, dans tout l'univers. Il y a une quantité infinie de tout dans l'univers, tous les éléments, il y a une quantité infinie dans l'univers. La seule chose qui est rare, qui est limitée, c'est le temps et Bitcoin, littéralement. Donc, c'est pour ça que ça a une valeur. C'est pour ça qu'il y a une utilité à la blockchain de Bitcoin, c'est qu'on peut échanger de la valeur parce que c'est un élément qui est strictement limité. Et la caractéristique principale pour avoir une monnaie, c'est que ça soit strictement limité. Mais par exemple, je reprends ton dernier argument. Quelle est la différence par rapport à l'or, par exemple? Parce que l'or est limité pour le coup. Oui, mais l'or n'est pas strictement limité. Il y a une quantité infinie d'or presque sur la Terre. C'est juste que c'est limité, relativement rare au niveau Il est limité, mais à une différente échelle. C'est ça. C'est que, bon, il y a deux affaires. Il y a une quantité sur la Terre, mais il y a une quantité dans l'espace aussi. Ouais. On parle souvent d'astéroïdes ces derniers temps, là, mais ça pourrait arriver éventuellement. Quelqu'un qui investit puis qui va chercher de l'or sur un astéroïde, ça pourrait crasher carrément le marché de l'or. Donc, mais l'or, c'est le meilleur... C'est à part Bitcoin, après ça, c'est le meilleur élément dans la catégorie de stock à flux qu'on appelle. Donc, l'afflux de nouveaux stocks versus les stocks existants, c'est c'est la meilleure alternative, disons, à Bitcoin. Mais comme on vient de voir, c'est pas strictement limité parce qu'il y en a une quantité quand même infinie, entre guillemets, dans la Terre. Là, si on creusait toute la Terre au complet, on trouverait une quantité énorme d'or. On le fera pas, là, on comprend pourquoi. Mais après ça, il y a beaucoup d'or dans l'univers en tant que tel. C'est qu'une question de temps qu'on puisse... dans 5000 ans, peut-être qu'on va être beaucoup plus loin dans la galaxie et on va trouver plein d'or. Ouais. On n'aura pas trouvé plus de Bitcoin parce qu'il va juste en avoir 21 millions. Et justement, il y a un sujet qui fait débat dans le chat. Je te pose la question maintenant du coup parce que c'est intéressant aussi. Vas-y. Qu'est-ce qui va se passer après, une fois que les 21 millions de Bitcoin seront minés et qui seront sur le marché finalement? Qu'est-ce qui va se passer? Très bonne question. Il ne va rien se passer. Parce que c'est très le rythme est très lent vers le moment où il n'y aura plus de Bitcoin, nouveau Bitcoin qui sera émis. C'est en 2140 selon les estimations, parce que dans Bitcoin, il n'y a pas vraiment d'année précise puisque c'est des nombres de blocs, là, et il y a un nombre de blocs constant qui est réglé par des algorithmes, mais des fois ça va un peu plus vite, puis des fois ça va un peu plus lentement. En moyenne, c'est très stable, mais ça pourrait arriver que ça soit en 2139 ou en 2141, là, dépendamment de la petite variation qu'il va y avoir à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en, je sais pas moi, dans 20 ans, il va déjà avoir beaucoup moins de Bitcoin qui va être miné parce que c'est parti au début, en 2009, c'était 50 pardon, à chaque bloc. Et un bloc aux 10 minutes, en passant, pour ceux qui sont moins familiers, à toutes les 10 minutes, on trouve un bloc. Donc, on trouvait à l'origine 50 bitcoins à toutes les 10 minutes. Après ça, 4 ans plus tard, donc 2016 blocs plus tard, ça a été diminué à 25. Et 4 ans plus tard, après ça, 12,5. Là, on est à 6,25 en ce moment. La prochaine, c'est le halving, donc la division de la prime de ménage. La division de la prime de ménage en français, le prochain, c'est quoi, dans 2 ans? Là? Le dernier est arrivé en 2020. J'ai plus ça en tête, là, désolé, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait au milieu du cycle. Donc, ça va baisser de moitié encore. Et ainsi de suite à tous les 4 ans. Donc, dans 20 ans, là, ça va être encore 4 divisions. Donc, éventuellement, il y aura juste des fractions de Bitcoin qui seront données. Et donc, c'est les frais de transaction qui vont remplacer l'afflux de nouveaux Bitcoin. Donc, on peut penser en ce moment... C'est simple à calculer. Là. Il y a 6,25 bitcoins, disons, qui valent, je vais parler en dollars US, là, parce que c'est le prix que je connais le mieux, mais disons 60 000 dollars US. 6 x 6, 36. Donc, ça fait quoi? 300, plus que 300 000 dollars, 360 000 dollars US de récompense à chaque bloc qu'on a en ce moment. Il faudra, à l'avenir, qu'il y ait un rapport semblable à ce que je viens de vous donner,
par rapport à la valeur de Bitcoin. Donc, en ce moment, un Bitcoin, ça vaut 60. Ben, c'est plutôt par rapport au volume de transactions, l'argent qui est dépensé dans chaque bloc, l'argent qui est transféré dans chaque bloc versus les frais de transaction. C'est un peu complexe, mais c'est juste pour vous dire qu'en ce moment, ça équivaut à plus de 300 000 la récompense de bloc. On peut facilement penser que dans 20 ans, il y ait plus que 300 000 de frais pour les transactions, parce qu'il va y avoir des milliers. Il y a quoi en ce moment? Je pense que c'est à peu près... je m'excuse, j'ai pas les métriques en tête, mais Bitcoin, ça fait 7 transactions à la seconde. Il y a 60, donc des centaines de transactions, mais je pense que la limite supérieure, là, c'est genre entre 1000 à 3000 transactions si on inclut toutes les optimisations possibles. Donc, faire plus qu'une transaction par transaction. Donc, on peut faire, disons, 100 transactions dans une transaction. Donc, disons, on parle de 3000. Je m'excuse, je n'ai pas les chiffres précis, mais donc, si c'est 300 000 de frais, 3000 transactions, on pourrait parler de 30 dollars de frais. Corrigez-moi si... Bon, mes maths sont moyennes là, aujourd'hui, mais ça vous donne une idée de la valeur du coût par transaction que ça pourrait donner. Donc, les frais de transaction vont nécessairement monter à mesure que la valeur des transactions qui sont contenues dans un bloc va augmenter avec le temps et la diminution des récompenses, ça s'appelle des subventions de blocs. Ça va disparaître. Après ça, la sécurité va être assurée seulement par les frais. Donc, à terme, on va pouvoir penser que ça va être plus comme un système interbancaire. Vous et moi, on ne fera probablement pas beaucoup de transactions directement sur la blockchain parce que ça va coûter, je ne sais pas moi, 25 ou même 200 faire une transaction. Juste une transaction comme moi à toi, ça pourrait... Mais ce qui va arriver, c'est que les transactions vont se regrouper dans des institutions comme les banques ou comme des exchanges. Puis eux, ils vont être capables de faire 200 transactions dans une transaction. Fait que là, ça va diviser, si ça coûte 200 ben s'ils font 200 transactions, ben ça va coûter 1 par transaction. Là, c'est sûr qu'il y a un risque de centralisation, c'est certain. C'est ce que j'allais dire. Mais ça, c'est pas très grave à mon humble avis parce que la possibilité de faire une transaction va être toujours là. Si vous voulez faire une transaction complètement anonyme puis vous voulez transférer 100 000 € de valeur en Bitcoin, c'est pas grave de payer 200 $. Vous allez toujours avoir la possibilité. Là, vous, en ce moment, vous ne pouvez pas personnellement utiliser le système interbancaire pour faire une transaction sans que les banques le sachent. T'sais. C'est ça l'idée. Un système monétaire, ça se fait toujours en couches. Ça scale toujours, c'est pour aller de plus en plus loin, c'est toujours en couches. Et Bitcoin, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Il va y avoir plusieurs couches qui vont se mettre par-dessus, dont le Lightning Network. On pourra en parler plus tard, mais moi aussi, je pense que les banques vont s'en mêler ou des institutions comme des échanges. Puis c'est eux qui vont payer cher pour faire les grosses transactions. Puis ça sera des espèces de Bitcoin de deuxième couche que les gens, les particuliers vont s'échanger. Donc, pour revenir à la question, il ne va rien se passer. C'est juste que c'est les frais qui vont payer pour la sécurité. Les frais vont nécessairement augmenter, puis on va trouver d'autres façons de s'échanger les bitcoins que de manière directe. Mais l'important, c'est qu'on va toujours avoir la possibilité de le faire, mais on ne paiera pas un café sur le réseau Bitcoin. On va échanger, disons, des valeurs. On pourrait vendre une maison sur le réseau Bitcoin parce que c'est pas grave de payer, je sais pas moi, plusieurs dizaines ou quelques centaines de dollars de transactions à terme dans 20, 30, 40, 50 ans. Et voilà. C'est assez rare de croiser quelqu'un qui est dans l'univers de la crypto qui porte pas forcément un intérêt très important à la décentralisation. Ah, mais c'est très important. Oui, non, mais je veux dire, il y en a pour qui, si on leur dit que Bitcoin sera centralisé à partir d'un moment donné pour sécuriser toutes les transactions qu'il y aura plus tard et payer pour les transactions les plus chères, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient énormément déçus parce que l'écosystème en soi, il y en a beaucoup qui sont passionnés par la technologie et justement par la décentralisation. Et d'ailleurs, il y a une question qui est dans le chat que je peux te poser maintenant. Ouais, est-ce que tu peux expliquer la différence entre un échange décentralisé et un échange centralisé pour justement appuyer ton point sur les institutions bancaires? Oui. Quand tu parles d'un échange, tu veux dire les plateformes d'échange où tu peux acheter des bitcoins ou tu parles d'une transaction? Ouais, OK. Les plateformes d'échange sont presque toutes centralisées parce que puisque les gens
S'ils veulent faire utiliser leur compte bancaire, tout ça, il faut qu'ils passent par la banque. Puis là, il faut que l'institution, la plateforme d'échange, respecte certaines lois, puis fait du KYC qu'on appelle, puis du AML, du Anti-Money Laundering. Tout ça, c'est imbriqué dans les lois. Il faut que les exchanges respectent ça. Et donc, ils vont être nécessairement centralisé parce que ça va être une compagnie qui va gérer ça puis qui va prendre tous ces permis et ces autorisations-là pour pouvoir offrir ce service-là à leurs clients. Il y a deux sortes d'exchanges centralisés. Il y a les exchanges qui vont garder les jetons pour vous. Moi, je dis jetons parce que c'est le vrai terme, là, mais c'est pas à ne pas confondre avec les tokens. Ouais, les tokens dans les altcoins, c'est pas les... Jeton, ça veut dire token et coin. Malheureusement, en français, il n'y a pas la différence, mais c'est une différence qui est très importante en anglais. Donc, quand je dis vos jetons, je veux dire vos coins de Bitcoin, vos Bitcoins, en fait. Donc, l'exchange va vous offrir de garder vos Bitcoins. Ça, c'est très... c'est très mal vu, entre guillemets, dans le monde du Bitcoin parce qu'on dit que c'est pas vos jetons si vous les gardez dans l'exchange parce qu'ils peuvent se faire pirater. L'exchange peut les prêter à d'autres mondes, y faire une réserve fractionnaire. Il y a plein de problèmes avec ça. L'idéal, c'est de les garder soi-même. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire affaire avec un exchange centralisé qui va garder vos jetons, vous les achetez puis vous les transférez votre propre portefeuille, ça va. Mais il y a aussi des exchanges qui ne gardent même pas du tout vos bitcoins. Quand vous en achetez, ils vont vous les envoyer directement à votre portefeuille sur votre téléphone ou à votre portefeuille cold storage qu'on appelle ça, donc le trésor ou le ledger. Ça reste deux exchanges centralisés. L'autre option, je pense que ça s'appelle, je ne suis pas sûr si ça s'appelle BISC ou je connais, c'est pas mon aire de spécialisation, mais je pense que ces exchanges-là, ça vous permet seulement d'échanger pour d'autres crypto-monnaies parce que je vois pas comment ils pourraient vous envoyer de l'argent. Peut-être qu'ils peuvent l'envoyer par la poste. Je connais pas. Quand c'est décentralisé, c'est un peu de la DeFi, là, donc c'est une espèce d'autre blockchain qui va gérer les transactions. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'organisme central qui va le gérer. Ça va se faire sur une autre blockchain. Je pense que ça peut se faire sur Ethereum. Je pense que c'est un peu ça, la DeFi. Donc, je pense que vous pouvez échanger contre d'autres crypto-monnaies. Puis la dernière sorte d'exchange, c'est pas vraiment un exchange, c'est juste que c'est comme local Bitcoin, ça vous permet de vous mettre en contact avec un autre Bitcoiner pour acheter et vendre sans passer par une institution. Fait que c'est comme les quatre sortes, entre guillemets, d'exchange que je connais. Mais c'est difficile de faire ça complètement décentralisé si on parle d'argent, de fiat. Si on veut échanger contre des fiat ou vendre des fiat pour acheter de la monnaie, il faut passer soit par un exchange centralisé ou soit par local Bitcoin ou les petites annonces pour contacter un autre Bitcoiner qu'on connaît pour acheter du Bitcoin. Mais il y a... Alors peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a quand même des blockchains qui ont pour objectif justement de rendre ça possible, parce que justement, il y en a énormément qui pensent que ça doit être nécessairement décentralisé. Parce qu'au final, si c'est quand même centralisé à partir d'un certain moment, on se rapprochera toujours du système bancaire finalement, même s'il y aura l'intérêt de la digitalisation, mais on se rapprochera du même modèle. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire décentralisé en donnant des tokens USD, mettons, à la place de l'argent. Tu vas vendre tes bitcoins contre de l'argent, des dollars US, mais en token. Mais là, après ça, tu n'auras pas le choix de passer par... en fait, ça, c'est vraiment pas mon aire d'expresser, mais je vois pas comment on peut passer d'une crypto-monnaie à de l'argent fiduciaire réel, des vrais fiat, de la vraie monnaie d'État, sans passer par un exchange centralisé. Je la connais pas, cette façon de faire-là. Peut-être que c'est moi qui connais pas assez ça, mais c'est parce qu'il faut qu'ils respectent certaines règles. Sinon, l'État dans lequel ils sont enregistrés ou qu'ils opèrent va aller saisir toutes leurs affaires parce qu'ils n'ont pas le droit d'échanger l'argent fiduciaire contre des crypto-monnaies sans respecter le KYC puis le AML. Mais oui, je suis d'accord avec toi. L'avenir, ça va vers la décentralisation pour ces services bancaires-là, ou ces services financiers-là. Mais moi, personnellement, je vois pas de problème. Moi, je vois pas que je crois pas que la crypto-monnaie existe pour se débarrasser des banques.
Moi, je crois que la crypto-monnaie, Bitcoin, a priori, existe pour se débarrasser de la monnaie d'État. C'est pas les banques le problème, c'est la monnaie d'État qu'on peut diluer, puis c'est pas les banques qui causent l'inflation, c'est la dilution de la monnaie. Fait que moi, ça me dérange pas que les bitcoins soient dans une banque. Mais c'est pas vos bitcoins quand ils sont à la banque. L'idéal, c'est d'avoir pour vous-même, mais disons que votre paye est déposée à la banque en bitcoin, mais vous payez pour vos dépenses courantes avec votre compte bancaire, comme c'est en ce moment. Puis si vous voulez faire de l'épargne, au lieu de la laisser à la banque, vous pouvez faire de l'épargne sur votre propre... C'est ça mon point, c'est que vous pouvez sortir numériquement vos avoirs pour les garder chez vous. C'est ça l'avantage. Donc, moi, je ne suis pas dans le domaine de la crypto-monnaie pour dire on va remplacer les banques parce que je trouve que les banques offrent un service que les gens ont besoin. Et c'est pas tout le monde qui veut garder ses avoirs ou il va encore exister des hypothèques, il va encore exister toutes sortes de trucs que les banques offrent. Moi, le problème principal que je trouve qu'on a dans notre société moderne, c'est les monnaies fiduciaires, puis c'est à ça que Bitcoin s'attaque. Bitcoin, ça permet de contourner le système bancaire, mais je ne pense pas que ça remplace le système bancaire. Je pense que ça remplace la monnaie d'État. Je ne sais pas si je suis plus clair dans mon angle, mais c'est ça mon angle. Donc, moi, je ne m'attaque pas aux banques. Les banques, ça, à mon avis,